Cela s'est passé dans l'obscurité, comme presque tout dans cette guerre désormais. Dans la nuit du 8 juin, un hélicoptère Apache de l'armée américaine, probablement la machine la plus meurtrière que l'arsenal américain ait probablement jamais construite, s'est écrasé dans les eaux chaudes du détroit d'Ormuz. C'est la baie d'Oman. Et au matin du 9 juin, le président Trump a dit tout haut ce que le Pentagone évitait prudemment d'aborder. Il a dit que les Iraniens avaient abattu l'un de nos hélicoptères Apache de haute technologie. Et il a ajouté une phrase qui a transformé ce rapport d'incident en un événement d'ampleur mondiale. Les États-Unis sont obligés de répondre à cette attaque. Mais je veux que vous voyiez ce qui n'apparaît pas dans les rapports, car cette histoire a en quelque sorte deux facettes. L'une est bruyante dans le ciel avec président et conférence de presse, l'autre silencieuse sans uniforme ni un signe à l'intérieur. Et c'est justement la seconde, celle qui est invisible, qui décidera probablement de la façon dont se terminera la première, celle qui est visible. Regardez jusqu'au bout, et vous comprendrez pourquoi l'Apache abattu a prouvé que l'Iran peut encore mordre, mais que le corps qui mord est peut-être en train de pourrir de l'intérieur. D'abord, ce que nous savons avec certitude. Parce que dans les premières heures d'une telle histoire, la différence entre ce qui est confirmé et ce qui est supposé, eh bien ça vaut cher. C'est confirmé, c'était un Apache, un H-64, il est tombé près du détroit d'Ormuz, comme je l'ai dit, dans le golfe d'Oman. Les deux membres d'équipage ont survécu, les pilotes vont bien. D'après Trump, ils ont été récupérés en état stable. Sans blessure, ils sont restés environ 2 heures, donc dans l'eau. Et le sauvetage est lui-même entré dans l'histoire. Les militaires américains ont pour la première fois extrait des équipages abattus d'une zone de combat avec un bateau sans pilote, le Corsair, navire de 24 pieds de Saronic Technologies. Concernant Nanoban, le navire habité Corsair, c'est la société Saronic Technologies, un bateau robotisé. Il a atteint les pilotes, les a emmenés vers un endroit plus sûr sur l'eau, puis un hélicoptère piloté les a récupérés. Regardez cette image une seconde. Tout notre siècle y est résumé en une seule opération de sauvetage. Un drone abat un hélicoptère, un bateau-drone sauve l'équipage. Les hommes dans leur propre guerre, enfin, presque. Les passagers sont informés, mais il n'est pas officiellement déclaré que l'arme était un drone iranien. Les responsables américains désignent précisément un drone. Et un détail important. Il n'est toujours pas clair s'il s'agissait d'une frappe intentionnelle ou si l'Apache, dans un ciel surchargé et contesté, est entré en collision avec le drone ou a été touché par celui-ci. Sam Iran n'a pas revendiqué la responsabilité. Et ce silence, eh bien, c'est aussi une information en soi. Nous y reviendrons plus tard. Pourquoi cet Apache était-il là, au juste ? Il n'admirait pas le paysage depuis des mois déjà. Les hélicoptères américains accomplissent la mission la plus dangereuse qui soit. Voler très bas, très bas, lentement, et tout près de la côte ennemie, Apache. Les Sikhs maintiennent le blocus maritime de l'Iran et protègent la navigation commerciale à travers le détroit pétrolier le plus important de la planète. Bloquez-le ou faites au moins croire aux assureurs qu'il peut être fermé et les prix de l'énergie grimperont d'un coup sur tous les continents. Le mois dernier à peine, cette même mission a été payée dans le sang. Donc les Apaches et les Sikhs ont détruit, combien il y en avait ? 6 ou 7, disons 6 vedettes iraniennes qui menaçaient les navires dans le détroit. Et le prix n'est pas à sens unique. Depuis février, lorsque les opérations américaines ont commencé, l'armée a perdu au moins 7 appareils pilotés. L'Apache abattu n'est pas un Apache. C'est la 7e ligne sur la liste que personne à Washington ne veut lire à voix haute. Oui, maintenant, la question se pose immédiatement. Pourquoi l'Iran a-t-il fait cela ? En ce moment, il se passe quelque chose. On avance ici, on avance là-bas. Pourquoi ici, le narrateur honnête doit-il ralentir ? Pourquoi ce mot le plus galvaudé dans les actualités ? Tout le monde a déjà son mobile avant même les faits. Je vous présenterai les meilleures explications, puis je dirai celle qui me convainc. Première version, le levier et eux, la soif de sang. En réalité, la majorité des analystes penchent pour celle-ci. Il est assez difficile de l'écarter. L'Iran connaît une vérité gênante. Cette guerre n'est pas populaire au sein même des États-Unis. Elle n'est pas populaire. Plus de 100 jours. 7 véhicules abattus, aucune ligne d'arrivée visible. En frappant une cible symbolique coûteuse, Tigran envoie un signal, calculé presque à la virgule près. Nous pouvons vous faire mal.
Ils ont abattu un hélicoptère en plein milieu de négociations en direct et littéralement le lendemain après que Trump ait négocié un nouveau changement entre l'Iran et Israël. La version 2, c'est une réponse au blocus. Téhéran répète haut et fort, à plusieurs reprises, que le blocus maritime américain des ports iraniens et les frappes israéliennes continues violent en soi la trêve d'avril de l'intérieur. L'armée iranienne, l'Amérique iranienne. Un hélicoptère étouffe déjà en mer. Ce n'est pas une escalade mais une réponse. Dans cette logique, c'est une réponse. Vous bloquez nos ports, nous abattons votre appareil, vos ports, votre appareil... Oui, pour qu'il y ait la guerre en Russie et en Russie. Quelque chose de très négatif pour nous. Et nous ferons l'inverse. Eh bien, c'est ce qu'on appelle leur compte, c'est ce qu'on appelle œil pour œil. Troisième version. Donc ce n'est pas un plan, c'est du brouillard, juste du brouillard. Le compte s'appelle œil pour œil, troisième version. Ce n'est pas un plan, c'est du brouillard, juste du brouillard. La possibilité la plus banale et la plus inconfortable, personne en haut à Téhéran n'a donné cet ordre. Le détroit est saturé de drones, d'avions, de batteries de missiles, de calculs nerveux, de règles d'ouverture du feu qui se croisent. Le commandant local, a mal interprété un signal sur le radar. Un opérateur de drone qui a trop de pouvoir et peu de supervision. Il a bu, s'est distrait en parlant à une fille au téléphone, et une machine valant plus qu'un quartier s'écrase à cause d'un malentendu. Le silence de l'Iran, son refus, disons, se frapper la poitrine et dire « je suis Tarzan », colle à cette version autant qu'aux autres. Ils assument des choses qu'ils n'ont pas décidées parce qu'ils ne comprennent pas quelles en seront les conséquences. C'est ainsi que je le comprends. Ouais. L'intérêt de Téhéran à faire pression sur un Washington fatigué a rendu cette action utile. L'Iran n'avait peut-être pas prévu précisément cette attaque, mais au moment où cela s'est produit, le régime a compris qu'il pouvait l'utiliser comme levier. Vous voyez par exemple lors des négociations. Et c'est pourquoi il ne l'a pas revendiqué, mais il ne s'est pas non plus excusé. Il n'a pas dit que c'était eux, et il n'a réagi d'aucune manière, il est simplement resté silencieux. Une question se pose immédiatement. C'est arrivé, n'est-ce pas ? Il n'est pas clair pourquoi personne n'a dit que c'était nous, donc nous pouvons comparer et deviner. Mais Taran a insisté sur la nécessité de répondre. Voici une question qui est importante et qui n'a que quelques véritables branches. Première branche. Une frappe réfléchie. Œil pour œil, n'est-ce pas ? Vous prenez un œil, on prend un œil. Trump a dit qu'il fallait répliquer. La réponse américaine la plus probable serait une frappe limitée et démonstrative contre l'unité de drone ou la batterie côtière responsable, suffisamment marquante pour montrer que nous n'autorisons pas qu'on abatte nos appareils ou quoi que ce soit d'autre impunément. Mais elle serait calculée de façon à ne pas tuer trop d'Iraniens, afin que l'Iran soit obligé de sauver la face devant sa propre population. Washington enfile déjà ce fil dans l'aiguille depuis 100 jours. Il est possible qu'il le fasse à nouveau. La deuxième branche, oui, la spirale. Une frappe américaine tue des militaires iraniens. Une frappe de représailles. L'Iran répond. Chaque camp a peur de paraître faible. Devant son propre public, cela ne fait qu'augmenter la tension, pas la suspendre. Et la trêve d'avril. Même sans cela, le défunt en costume convenable est enterré officiellement. Les assureurs paniquent. Le flux à travers le détroit d'Ormuz diminue. Il diminue encore plus, n'est-ce pas ? L'essence devient plus chère sur tous les continents, et la guerre régionale se transforme en une guerre économique mondiale. Personne ne veut de cette issue, vraiment. Personne n'en veut. Et pourtant, tout le monde peut finir par y être entraîné. Parce que c'est exactement ainsi que commencent la plupart des guerres, pas par une décision, mais par l'absence de décision. Et la troisième issue, qu'on appelle l'accord, la plus sombre des ironies. Et me voici, messieurs, un avion abattu accélère le monde. Si l'objectif de l'Iran était d'obtenir un levier, et si l'instinct de Trump était de devenir celui qui a mis fin à la guerre, et non de l'avoir élargie, alors l'Apache abattu devient l'impulsion qui pousse les deux parties vers un accord global. Précisément vers ce résultat que Téhéran recherchait peut-être. L'hélicoptère s'écrase, et à cause de cela, ironie du sort, la guerre, elle se rapproche de la fin. Parce que, comment l'expliquer plus précisément sur le plan psychologique ? Et parce que tout le monde va maintenant avoir peur que cela puisse devenir incontrôlable. Peut-être qu'il n'est plus possible de faire traîner les choses. Ça pourrait devenir incontrôlable parce que soit un autre imbécile sur une autre batterie, soit encore un écran de fumée, soit autre chose.
Et donc ça peut partir dans une direction que personne n'avait prévue. C'est pourquoi peut-être cette histoire va pousser les choses. Et honnêtement, pour être franc, j'ai plutôt tendance à pencher de ce côté-là. Quel sommet nous atteindrons ? Eh bien, ce ne sera pas décidé uniquement par ce qui vole au-dessus du détroit d'Ormuz. Cela sera en grande partie décidé par ce que nous ne voyons pas du tout à ce moment-là. Une guerre sans forme à l'intérieur même des frontières de l'Iran, menée par des gens, et d'autres qui attendaient pas cela depuis 20 ans. Cela s'appelle Sleeper Cell Spa, en anglais, et les agents dormants se réveillent. Je ne parle pas de Herbert Wells, mais de la réalité de nos guerres. Donc parlons un peu des fantômes romantiques, appelons-les ainsi, à l'intérieur du régime. La question qui aurait dû hanter quiconque a vu tomber cet Apache. Si la DCA iranienne est suffisamment bonne pour abattre un hélicoptère américain de première classe au-dessus d'Ormuz, alors comment l'expliquer ? Pendant la guerre de 12 jours de l'année dernière, cette même DCA était tellement aveugle que les avions israéliens survolaient l'Iran comme si le radar avait tout simplement été éteint ? La réponse, c'est que le radar avait tout simplement été éteint. Laissez-moi vous expliquer. La plus étonnante affaire de renseignement de notre époque. Elle a un nom que les Israéliens eux-mêmes ont commencé à utiliser. Les agents iraniens dormants. Je souligne, ce sont des Iraniens, pas des Israéliens, déguisés. Des Iraniens qui démantèlent silencieusement la défense de leur propre pays de l'intérieur. Pas des Israéliens, des Iraniens. Pour comprendre cela, il faut remonter loin en arrière. Plus loin que cette guerre, plus loin que la République islamique elle-même. À l'époque du Shah, sous la dynastie Pahlavi, Israël et l'Iran étaient alliés, de véritables alliés. À l'époque, les services de renseignement israéliens faisaient preuve de patience et formaient des officiers iraniens intermédiaires dans l'armée et le renseignement. Des hommes compétents. Vous savez, ceux qui allaient gravir les échelons. Puis est arrivée l'année 1979. Oui, je ne suis même pas sûr qu'il s'agissait de les infiltrer comme espions ou agents de renseignement. Oui, nos agents de renseignement et leurs espions. Non, il s'agissait juste d'établir de bonnes relations, d'expliquer ce que veut Israël, de créer des liens personnels et de donner des explications. Mais voilà que la soi-disant révolution a eu lieu. Celle de 1979, le Shah est tombé. Les ayatollahs ont pris le pouvoir. Et tout le monde pensait, c'est fini. C'est-à-dire que nous avons éliminé les réseaux pro-occidentaux, fusillés, dispersés dans l'émigration. Mais les réseaux ont été nettoyés alors que ces gars-là, non. Ils ne faisaient pas partie des gens entraînés. Ils étaient simplement une partie de ce régime. Ce régime qui avait d'excellentes relations avec Israël, qui avait d'excellentes relations avec l'Occident, qui en général avait de très bonnes relations avec beaucoup de choses, sauf avec les ayatollahs. Ils se sont intégrés dans le nouveau régime, ils ont prêté de nouveaux serments, ils ont commencé à gravir les échelons dans le nouveau système. C'étaient des gars intelligents, non ? Ils restaient dans l'ombre. Ils étaient à la lumière, mais dans l'ombre. Profondément, je dirais, très bien dissimulés. Des dormeurs, et même pas des agents. Juste des gens qui comprenaient qu'avec Israël il y avait un avenir, et sans Israël c'était les ténèbres. On peut donc dire qu'ils sommeillaient pendant 20 ans et plus. Mais il s'est passé l'histoire suivante. Ce n'est pas le scénario d'un film, c'est ce dont parlent les sources. Sous la direction du chef du Mossad, David Bornea, Israël a construit toute une nouvelle aile avec une seule mission. Déstabiliser l'Iran de l'intérieur. Les sources indiquent le mois de mai 2026, le mois dernier, comme la date que le Mossad avait marquée à l'avance, comme une préparation pour le prochain mouvement. À l'avance. Mais si on inscrit cela sur le calendrier de la guerre, la coïncidence cessera de ressembler à une coïncidence. Le modèle opérationnel, tel qu'il est décrit, comporte 3 couches, et tout le génie réside dans la façon dont elles s'imbriquent. Première couche dans les agents d'infiltration, de haut niveau. Pour le long terme, les soi-disant agents dormants, des personnes ayant accès aux structures de commandement, aux réseaux de défense aérienne, aux salles où les décisions sont prises. Ceux qui sont capables de faire regarder le radar ailleurs au moment crucial. Deuxième couche, la résistance locale. Les Iraniens ordinaires, ils sont nombreux. Ils détestent le régime, et ils sont prêts à agir. Placer un dispositif, marquer une cible, transporter un colis, ouvrir une porte,
Un pays qui emprisonne et pend ses propres filles pour des cheveux non couverts élève lui-même des saboteurs contre lui. Et parmi les saboteurs, le régime produit justement ces mêmes recrues que le Mossad recrute ensuite. Troisième couche. Les yeux dans le ciel. Surveillance à distance moderne et intelligence artificielle. Satellites, signaux, analyse des schémas, connexion technologique, fusion des rapports humains sur Terre en une seule image en temps réel. Reliez ces trois couches et vous obtenez ce résultat glaçant, dont parlent les analystes. Presque toute la défense iranienne est devenue transparente pour les Israéliens. Le régime mène la guerre. Ah. Tout est visible. La guerre de 12 jours en est la preuve de concept. Tous ces gars-là. Peut-être pas tous, peut-être une partie. Nous ne savons pas. Mais beaucoup de ces gars qui étaient tant des jeunes à l'époque sont aujourd'hui devenus des pères. Certains même des grands-mères. Et certains sont même devenus des grands-pères. En Iran, ils ne changent pas de sexe. Ils sont devenus plus que de simples agents d'Israël. Ils sont devenus des complices actifs dans le renversement de l'Aéto. L'année dernière, lorsque Israël a frappé les sites nucléaires iraniens, une opération organisée autour de l'argument selon lequel l'Iran s'approchait de la bombe a réveillé les cellules dormantes. Un agent iranien du Mossad a raconté cela à la télévision israélienne. Il faisait partie de ceux qui menaient des frappes préventives sur le terrain en Iran. Qu'est-ce que cela signifie ? Et les avions israéliens étaient uniquement israéliens. Ils entraient et les sabotages, les explosions avaient déjà commencé. Et quelques minutes plus tard, voilà pourquoi. Parce que les avions israéliens, en réalité, c'était avant cela aux endroits les plus stratégiques. La défense était neutralisée de l'intérieur précisément au moment où elle était la plus nécessaire. Voilà pourquoi le ciel s'est retrouvé neutralisé. Il était en partie désactivé. Désactivé physiquement. Ils l'ont désactivé. Pas parce que la technologie iranienne a échoué, mais parce qu'une partie des Iraniens qui l'utilisaient n'a jamais vraiment appartenu aux ayatollahs. Et puis Mossad a fait quelque chose qui, à première vue, semble fou. Il a divulgué les photos des agents qu'il avait sur le sol iranien. Vous vous rendez compte ? Mossad a divulgué les photos de ses propres agents. Pourquoi trahir ses propres hommes ? Mais ces photos n'étaient pas destinées au public. Elles visaient le système nerveux du régime. La publication de ces images, oui, disons-en ces fuites, a donné aux Iraniens la possibilité de les voler. Eh bien, c'est tout simplement de la pure fiction. Et la publication de ces images, c'est-à-dire leur découverte, a rendu les services secrets iraniens furieux. Ils ont lancé une chasse aux sorcières. Ils ont arrêté des centaines d'espions israéliens qui, je vais vous révéler un secret, n'étaient en réalité aucunement des espions israéliens. Et voici le coup le plus dur. Aucun de ceux qu'ils ont arrêtés, battus, torturés, fusillés n'était un agent israélien. Réfléchissez-y. Les Israéliens ont publié des photos à cause desquelles l'Iran a emprisonné et fusillé des centaines de ses propres citoyens innocents. Et le véritable réseau est resté intact. Des agents iraniens ont transmis aux services de renseignement iraniens au nom des Israéliens des centaines de noms d'officiers fidèles au régime qui ont aussitôt été arrêtés, accusés de travailler pour Israël. Les listes ont été soigneusement préparées de manière à infliger le maximum de dégâts à la défense iranienne. Eh bien, après cela, quelqu'un peut-il encore dire qu'Israël n'apporte aucun bénéfice aux États-Unis d'Amérique ? La fuite a sapé la seule chose sur laquelle repose l'État policier, le mécanisme de la peur. Dès que le régime commence à dévorer ses propres partisans, loyaux et paranoïaques, il fait le travail de l'ennemi gratuitement. Chaque officier regarde désormais son collègue de bureau avec méfiance. La confiance, c'est le ciment invisible de tout service secret. Elle s'effrite. Il n'est pas nécessaire de détruire la défense de l'ennemi si l'on peut convaincre l'ennemi de le faire lui-même. Lui-même, par la terreur. Mais le plus amusant dans tout cela, c'est que le Mossad a déclaré ouvertement. Eh bien, en fait, nous n'avons pas encore terminé. Nous ne faisons que commencer. Maintenant, réunissons les deux moitiés. Revenons à Armouz, le creuseur dans l'eau. Et toute l'histoire prend son sens. L'hélicoptère, c'est la guerre visible. Bruyante, photogénique, la guerre des présidents, la guerre des conférences de presse, en général des promesses de riposte. Cette guerre qu'on vous permet de voir. Et la guerre dormante, c'est la guerre invisible.
celle qui détermine si l'Iran est même capable de mener la guerre visible. Le régime peut abattre un hélicoptère américain au-dessus du détroit, tout en étant vide de l'intérieur, avec une défense aérienne percée, des officiers paranoïaques, des commandants qui ne savent rien. Mais lequel d'entre eux obéit non pas à leur supérieur, mais à Tel Aviv? L'Apache abattu prouve que l'Iran peut encore mordre. Bien sûr qu'il le peut. Les réseaux de dormeurs laissent entendre que le corps qui mord pourrit de l'intérieur. Un régime qui sait que ses murs sont remplis de fantômes, qu'il ne peut pas faire confiance à ses propres opérateurs radars, a toutes les raisons de faire d'un hélicoptère abattu un levier de négociation, jusqu'à ce que la pourriture devienne un effondrement. Maintenant, le régime sait qu'il est truffé d'agents du Mossad. Mais il ne peut pas déterminer qui ils sont. Et il ne peut pas tous les renvoyer, les exécuter ou les mettre en prison parce qu'il n'a personne pour les remplacer. Vous ne voudriez pas vivre cela, mesdames et messieurs. Les régimes les plus cruels subsistent non par la force, mais par la peur et le mensonge sur leur puissance. Et quand la lumière commence déjà à percer à travers le mur, même ceux qui gardèrent ce mur commencent à comprendre, tôt ou tard, tout ce qui est caché finit par être révélé. Vous savez où cela finit par être révélé. Avant que nous nous quittions, une chose importante. Dans environ 3 ou 4 heures, aujourd'hui même, je publierai une autre vidéo. Et elle concernera un autre front. Sur la façon dont l'enfer commence. L'attaque contre le Parti démocrate. Et je vais vous raconter quelles nouvelles affaires sont en train d'être révélées et découvertes en ce moment. Des informations accumulées pendant des années au parquet et dans d'autres organes d'enquête sont en train d'être préparées pour être rendues publiques. Massivement. D'un seul coup. Pourquoi ? Pourquoi précisément d'un seul coup ? C'est pour que la presse qui se précipitera pour défendre les démocrates n'ait tout simplement pas le temps de faire quoi que ce soit. Et qu'elle ne puisse pas arrêter la débâcle qui attend ce parti. Ce sera la deuxième vidéo dans 3 ou 4 heures. La vidéo est déjà presque prête, elle sera mise en ligne très bientôt. Et voici ma demande pour vous. Cliquez sur la cloche. Pas sur j'aime, pas sur s'abonner. Juste sur la cloche. Enfin, si vous êtes déjà abonné. Parce que si vous n'êtes pas abonné, la cloche n'apparaîtra pas. Parce que comme ça, vous recevrez une notification, à la seconde même où la vidéo sortira. Et vous saurez ce qui se passe et quand. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça. Il y a beaucoup de contenu très intéressant. Destiné principalement à nous, les Américains, mais aussi à tous ceux qui suivent l'actualité américaine, soit le monde entier. Ce sera très intéressant. Si vous voulez recevoir chaque jour une analyse calme de ce qui se passe réellement. Restez ici. Sur la chaîne principale, je publie chaque jour pour ainsi dire, au minimum 1 fois, et parfois même 2 fois. Et si vous voulez aller à la racine, pourquoi en général de telles guerres sont-elles même possibles, pour ainsi dire? Pourquoi un tel mensonge est-il possible? Et comment fonctionne la liberté? La liberté broie tout cela, toute cette liberté broie tout. Cela fait partie de la feuille de route vers la liberté. J'y publie 2 analyses par semaine, plus tous les jours, mais 2 analyses par semaine, mais comme on dit, c'est pour ceux qui aiment réfléchir. Oui, abonnez-vous aux 2, et réfléchissons ensemble.